On va parler de la manière dont Bernard Arnault et LVMH s'achètent ou étend son influence sur Paris. Donc peuvent venir sur scène avec nous David Béliard, adjoint à la maire de Paris, Émile Meunier, conseiller de Paris, Françoise Fromono qui est architecte et Julien Lacaze, président de l'association Cité Monuments. Donc je les laisse s'asseoir. Et avant, parce que quand même on est très drôle à Mediapart, on vous met une petite vidéo qui était le teaser qu'on a fait passer sur les réseaux sociaux où ma chère camarade Khadija Zerwali raconte ce qu'on a trouvé sur LVMH, sur les liens entre LVMH et Paris, puisqu'on a fait une série d'articles qui a été publiée au printemps dernier, en mai et juin. Donc voilà, on regarde la vidéo et puis on parle tout de suite. Salut tout le monde, c'est Khadija de Mediapart, j'espère que vous allez bien. On a décidé de mettre des paillettes dans votre vie et de vous amener dans le Paris du saint patron de LVMH, Bernard Arnault. J'ai pris mes notes parce que je dois vous rappeler que LVMH c'est Dior et Louis Vuitton, mais aussi Reposi. Alors à Mediapart, on a compté entre les boutiques, les hôtels et les musées. Le groupe est présent dans plus de 200 adresses à Paris. Et c'est sans compter tous les lieux où il s'incruste, comme le Louvre, Versailles ou encore le Pont Neuf sur lequel on se trouve. Ça s'appelle le Pont Neuf, mais c'est le plus vieux pont de Paris. Et le 20 juin dernier, le groupe LVMH l'a privatisé tout entier pour faire un défilé Louis Vuitton. Bon, nous on n'était pas invités, mais je peux vous dire, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Carrelage Louis Vuitton sur tout le pont, des invités de marque du type Beyoncé ou Rihanna, et ils ont bloqué le pont, ça a créé des méga embouteillages, mais bon. Surtout, ils n'ont payé que 184 000 €. Mais ceux qui ne devaient pas être contents, c'était les agents de la mairie de Paris qui avaient rendu un avis négatif pour le projet. Bon, ça n'a pas empêché la maire de venir au défilé. On est au bout du Pont Neuf et là encore, c'est LVMH partout. Le Cheval Blanc, hôtel de luxe à plusieurs milliers d'euros la nuit. Juste à côté, la Samaritaine, grand magasin de LVMH, le Café Cova et enfin, le siège de Louis Vuitton. Mais la place au milieu, au moins, c'est pas eux. C'est public et c'est à la mairie. Enfin, je dis ça, mais ils sont quand même très à l'aise. En 2023, ils ont installé là une grande statue. Ils ont dit, voilà, c'est beau, c'est pour décorer la ville, etc. Mais dans sa main, un sac Louis Vuitton. Et bam, de la pub à l'œil. Il n'y a pas de petites économies. Bon, sur ce, je vous laisse. Allez lire notre enquête sur la prise de Paris par LVMH. D'ici là, moi, je vais faire des petites emplettes. Bisous, abonnez-vous. Merci Khadija. Donc bon, c'est un teaser pour les réseaux sociaux, on est un peu sur un ton survitaminé. On va essayer de rester un peu sur cette dynamique et cette énergie. Donc je vais parler beaucoup plus vite. Non. Donc bon, on va s'opposer pour détailler tout ce que Khadija a raconté en 1 minute 10. Parce que c'est vrai que parler de l'influence de LVMH à Paris, c'est ouvrir un gros dossier, quoi. On l'a vu en quelques secondes. Donc on peut rappeler que nous avons compté, enfin que Khadija encore une fois a compté, que dans Paris intramuros, il y a environ 200 emplacements qui sont occupés par le groupe. Qu'on parle de boutiques, de bureaux, de sièges sociaux, de musées, d'hôtels, de cafés. Donc LVMH est partout dans les beaux quartiers et dans le centre historique de la ville, du jardin d'acclimatation et de la fondation Louis Vuitton dans le bois de Boulogne tout à l'ouest, aux Champs-Élysées, à l'avenue Montaigne et à la place Vendôme, place forte traditionnelle du luxe et des bijoux, le quartier du Louvre avec la Samaritaine, le siège de Louis Vuitton, et puis à Saint-Germain-des-Prés où ils ont même investi une librairie. On peut aussi dire que bien sûr le groupe et Bernard Arnault a ses entrées à la mairie de Paris, que Anne Hidalgo, la maire, l'écoute avec attention. On le sait, n'hésite pas à l'appeler si des articles sont trop défavorables dans Le Parisien qui appartient au groupe. On peut encore dire que Bernard Arnault vient d'annoncer qu'il rachetait le Paris FC, le deuxième club de la capitale. On verra comment ça va se dérouler, le club de foot, pardon. On verra comment ça va se dérouler. On peut encore rappeler que l'entreprise, le groupe, pour ses différentes marques, a organisé une vingtaine de défilés au Louvre en quelques années, ce qui est un privilège assez rare. Dans la cour carrée du Louvre, certains le font, mais à l'intérieur du Louvre, il y en a eu 3 ou 4. Ça, c'est vraiment un privilège extrêmement rare et en vérité, il n'y a que le groupe LVMH qui a eu droit ces 10 dernières années. Là, on va peut-être commencer avec mon voisin, David Béliard. Okay. Bonjour. Super, désolé, bonjour. Parce que, en fait, c'est un peu l'idée de notre série d'articles est venue aussi d'un de vos tweets, qui est qu'avec une date précise, c'était le 20 juin 2023, vous êtes retrouvé dans un embouteillage un peu particulier au cœur de Paris, en vélo, je crois. Et je ne sais pas si vous pouvez nous dire de quoi il s'agit. On a déjà eu un indice dans la petite vidéo tout à l'heure. On a eu, bonjour, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. On a eu, il y a eu 2 tweets exactement, puisque mon collègue Émile Meunier avait réagi lui aussi sur la question de la privatisation du Pont Neuf. Et c'est vrai que la petite histoire, c'était que je rentrais d'un
un rendez-vous. Donc moi, je suis David Béliard, adjoint en charge des transports, des mobilités et de la transformation de l'espace public. Donc l'espace public, c'est un truc qui m'importe. C'est un peu mon quotidien depuis 2020. Et j'étais effectivement sur mon vélo, parce qu'il arrive parfois que les élus utilisent les infrastructures qu'ils réalisent. Et donc, je me suis retrouvé coincé dans un énorme embouteillage en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tout Paris, Paris était complètement bloqué voilà, c'était le bordel, quoi, grosso modo. Bon, je passe le truc, machin, et on a un petit WhatsApp avec les membres de mon cabinet, et je dis, franchement, c'est le bordel au centre de Paris. Et pour le coup, pour une fois, c'est pas moi. Hein, c'est pas parce qu'on a fait des travaux. Alors, cette fois-ci, j'en suis sûr. Bon. Et là, on me dit, mais non, mais c'est le défilé de LVMH. Et là, tout d'un coup, le truc me revient, parce que j'avais vu la maire de Paris, juste le matin, et elle m'avait glissé, je serai au défilé. Mais moi, je ne savais pas du tout qu'il y avait un défilé, parce que c'est pas mon truc. Et donc, du coup, je n'avais pas enregistré cette information, et là, tout m'est revenu. Et j'ai vu à quel point, effectivement, il y avait plusieurs choses. Et je vais juste peut-être sur cette anecdote très précise, parce que j'en ai quelques autres, et on se les a partagées avec Émile, sur... si vous voulez, il y a un sujet, il y avait un problème qui était évidemment un problème de fond, on va y revenir, mais il y avait un problème de processus. Le fait qu'on privatise le Pont Neuf, normalement, j'aurais dû être au courant. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, dans le processus de validation de la privatisation de ce type, en tout cas de ce type de décision, il y a une griffe, ou en tout cas un accord ou un désaccord de l'adjoint en charge. Et l'adjoint en charge, il se trouve que c'est moi. Et donc du coup, le truc est que c'est très illustratif et c'est une illustration de ce qui se passe. C'est que en vérité, évidemment, ce n'était pas passé par nous. Pourquoi ? Parce que en fait, on aurait dit non. Et je vais peut-être développer tout à l'heure pourquoi nous défendons pas ce type d'événement et ce type de privatisation, et que tout ça avait été évidemment bypassé pour être complètement géré par le cabinet de la maire et la maire elle-même, ce qui fait que du coup j'étais comme tout à chacun, ce qui n'est pas grave en soi, mais comme tout à chacun et tout à chacune, j'ai découvert ça en étant pris dans le bordel et de la circulation, parce que tout le centre de Paris avait été bloqué par cette privatisation du Pont Neuf. Voilà, pour préciser, on peut dire que le Pont Neuf et ses alentours ont été fermés pendant 24 heures pour le premier défilé Louis Vuitton homme, dont le directeur artistique était le chanteur Pharrell Williams. Donc c'était une grande nouveauté, et c'était vraiment un déploiement de force assez considérable. Le groupe a pas payé grand-chose selon les règles en vigueur. Hein. Il a payé 184 000 €, ce qui, à son échelle, c'est vraiment pas grand-chose, pour un tel événement qui était vu partout dans le monde. Si je peux me permettre, juste une micro-réaction par rapport à ça, parce que c'est un élément important. 184 000 €, c'est pas grand-chose par rapport à LVMH, c'est pas grand-chose par rapport au Pont Neuf. C'est pas grand-chose par rapport en fait, à ce qui est utilisé par le groupe, quel qu'il soit, sur ce pont qui est un pont évidemment historique et qui a des perspectives connues du monde entier. Du monde entier. C'est un des ponts qui est considéré comme l'un des plus beaux, avec une plus belle vue de la capitale. 184 000 €, c'est juste rien. Alors évidemment, on va donner la parole à tout le monde, mais Julien Lacaze, donc vous voulez intervenir, donc vous êtes le représentant de l'association, je ne vais pas me tromper, donc je relis bien mes notes, Sites et Monuments, j'ai toujours peur d'inverser, voilà. Qui s'occupe et qui défend le patrimoine partout en France. Qui défend le patrimoine partout en France. Depuis 1901, on a la plus ancienne association, donc reconnue d'utilité publique, agréée pour la protection de l'environnement. Et comme nous sommes une très vieille association, nous avons un certain nombre de textes qui ont été votés grâce à nos anciens présidents. Et l'un de ces textes date de 1910. C'est un texte qui interdit la publicité sur les monuments historiques. Et donc, quand on a vu ce fameux défilé sur le Pont Neuf, on s'est posé la question de faire une action en justice, parce que le sol était tapissé du fameux damier d'LVMH. Et ça, c'est une publicité sur un monument historique. Avec une petite subtilité, c'est que c'était un événement privé. Et donc là, ils étaient peut-être conformes au droit. Enfin, c'est pas évident, mais on s'est vraiment posé la question. Et voilà, donc on se rejoint sur ce dossier. Tout à fait. Peut-être que, alors si on est sur la publicité, peut-être que Émile Meunier, vous pouvez raconter que vous avez déjà vous aussi croisé le fer, on va dire, avec la mairie.
Donc vous êtes élus au Conseil de Paris. J'ai oublié de dire que tous les deux vous êtes élus les écologistes. Il y a une histoire de, comme on a vu, de statue géante, donc d'une artiste japonaise très connue. Donc toujours au même endroit, hein. Le Pont-Neuf débouche sur une petite place où il y a la Samaritaine et en face le siège de Louis Vuitton. Donc à cet endroit-là, pendant plusieurs mois dans Paris, on avait une statue géante de cette artiste japonaise qui portait un sac Louis Vuitton. Et le sac lui-même avait un petit fermoir avec le logo. Donc c'était peut-être de la publicité. Alors, c'est effectivement une des petites dérives comme ça qui émaillent la vie parisienne grâce à LVMH. Mais ce qu'il faut bien comprendre en arrière-plan, c'est la volonté du groupe. La volonté du groupe, en ce qui me concerne et mon appréciation des faits comme conseiller de Paris, c'est qu'il essaye d'associer sa marque à une marque millénaire qui s'appelle Paris. Et qu'en réalité, ils ont compris que la meilleure façon de vendre à l'étranger, c'était pas forcément vendre des sacs à main, mais c'était vendre un lifestyle, la vie parisienne et tout l'imaginaire qu'il peut avoir derrière. Et donc, ils plantent leur drapeau, à proprement parler, sur tous les lieux de pouvoir, de décision, ça peut-être qu'on en est là, mais aussi sur les lieux symboliques. Le Pont-Neuf, la Samaritaine, les Champs-Élysées. Et alors, pour répondre à votre question plus précisément, effectivement, ils sont toujours à la bordure de la loi. C'est jamais trop flagrant, mais quand même un peu. Pour cet exemple-là, ils avaient eu l'autorisation d'avoir une statue qui portait un sac à main à l'effigie du groupe, puisqu'il y avait des petites taches, voilà. Ils avaient rajouté le petit logo LVMH. Bon, moi, il se trouve que j'ai vu ça, j'ai appelé la direction de l'urbanisme, ils l'ont fait enlever. Mais je vous donne un autre exemple, la malle LVMH sur les Champs-Élysées. Alors, de quoi on parle? On est allé venir, voilà, on l'a derrière nous. Voilà. Donc, c'est du 103 au 111 avenue des Champs-Élysées, une immense malle qui, en fait, qui cache un chantier qui, à la fin, sera certainement le plus grand magasin Louis Vuitton du monde. C'est du métal, c'est éclairé, le verre est iridescent, on voit très bien les logos, c'est très bien fait, ça prend énormément de place. Eh bien, exactement, c'est la même logique, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur le règlement local de publicité qui a un petit article sur les enseignes temporaires, parce qu'on ne peut pas faire de la publicité sur les monuments historiques. En revanche, la question des enseignes temporaires, c'est en gros, vous avez votre boutique qui va bientôt ouvrir, le commerçant met un panneau dans 6 mois, bientôt votre cordonnier ici. Bah, ils ont détourné la lettre du texte pour pouvoir faire ça. Et là où j'en veux, moi, je vais le dire, bon, ils ont peut-être certainement plein de défauts, LVMH. Bon, après tout, une entreprise, j'ai rien à lui reprocher en particulier, mais il veut faire du business, il fait du business. Mais c'est la ville de Paris qui, moi, dans sa réaction, m'embête, parce qu'en réalité, plutôt que d'appliquer la loi comme il l'aurait appliquée avec n'importe qui d'autre, il y a une forme de... quand c'est LVMH, on laisse faire, on laisse couler. Et d'ailleurs, je remercie Mediapart, puisque vous avez extrait une note interne qui m'est très utile dans le contentieux que je suis en train de mener, puisque dans cette note interne, la direction de l'urbanisme dit c'est contre le règlement, et vous avez annoté de la main d'Anne Hidalgo, la direction de l'urbanisme est un peu trop rigide, point d'exclamation. Alors pour préciser, on ne parlait pas de celle-là, de cette malle-là, mais de la Samaritaine, mais c'est le même... d'un autre chantier avec exactement le même argument, mais à l'époque, la proposition de LVMH était beaucoup plus modeste. C'était quelque chose d'un peu imposant, mais beaucoup moins que ça. Donc la maire, en effet, écrit de sa main, vous êtes trop rigides, les gars. Et bon, je vous donne un exemple, mais des comme ça, avec David, on s'en coltine au moins un par mois. Donc il y a une volonté de la part de la... Alors pourquoi la ville accepte ? Moi je trouve que c'est aussi intéressant de se mettre dans les chaussures d'Anne Hidalgo. Et de Emmanuel Grégoire aussi, son premier adjoint, qui était vachement à la défense d'LVMH au Conseil de Paris. Quand je parle avec eux, ce qu'ils me disent, c'est Émile, et d'ailleurs c'est pas que en bilatéral, au Conseil de Paris ça a été dit comme ça, LVMH est une chance pour Paris. Quand on fait un pont avec un événement comme ça, le défilé, c'est je ne sais pas combien de milliards vues sur TikTok, c'est de la publicité pour 180 000 €. Franchement, c'est donné.
Et c'est là où mais je ne partage pas ce point de vue-là. Moi, ce que je dis à chaque fois, c'est que faut pas inverser les rôles. C'est LVMH qui a une chance. J'ai fini par l'intégrer. C'est Paris qui a une chance pour LVMH et pas l'inverse. Et donc, il faut se comporter comme tel et pas être l'affilié d'LVMH. Voilà. En effet, la réponse que nous a donnée la ville de Paris sur ces questions, c'est en effet le Pont Neuf, c'est 2 milliards de viewers, donc de spectateurs, de téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Pour cet événement, c'est une publicité très bonne pour Paris. Quant à LVMH, je le rappelle, ils ne nous ont pas répondu puisqu'ils ne nous répondent plus depuis un moment. J'aurais dit encore une fois qu'on les a invités pour venir discuter aujourd'hui pour toutes les tables rondes. Ils n'ont même pas accusé réception. Mais cette question, en effet, est très intéressante de qui est une chance pour qui, ou même qui sert qui. Est-ce que LVMH sert Paris ou Paris sert LVMH? Alors, on va peut-être donner la parole à Julien Lacaze et Françoise Fromono sur ce point, et puis après, la parole va circuler. Mais c'est intéressant ce que vous nous aviez dit, Julien Lacaze, pendant notre enquête sur cette question de Paris et ce grand groupe, c'est qu'il y a une sorte de vampirisation. C'est-à-dire que le groupe se sert de l'image de Paris et en même temps l'affaiblit, du coup, par le même coup. Oui, effectivement, par un certain nombre de constructions, dont la Saint-Maritaine est le symbole. L'idée, c'est de s'extraire, se montrer, ne pas participer, en fait. Voilà. Mais c'est vrai qu'LVMH, globalement, se nourrit même de l'histoire de France, hein, même de Colbert. L'idée qui était de ne plus importer des tapis, mais de faire des tapis en France avec la manufacture de la savonnerie. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Les verres qu'on ne voulait plus acheter à Venise, donc Saint-Gobain qui apparaît, la manufacture de Sèvres sous Louis XV, ça c'est pour échapper aux porcelaines allemandes, et ça c'est finalement LVMH se nourrit de l'image de cet art de vivre à la française qu'on a poussé au plus haut point de perfection. Donc c'est vrai qu'LVMH doit rendre aussi, et pas simplement profiter de cette image, et donc en tous les cas il faut se comporter d'une façon respectueuse, notamment de la ville de Paris, et ça a été l'un de nos grands combats donc à partir de 2014 contre le projet de la Samaritaine. Pour peut-être préciser ce que c'est ce projet, c'est que dans le rachat de ce grand magasin, du coup on vient sur l'intervention architecturale, c'est-à-dire qu'une des façades de la Samaritaine sur la rue de Rivoli a été détruite et entièrement reconstruite sur un style complètement différent qu'on a déjà vu un peu, qu'on appelle de toute façon tout à fait péjorative, le rideau de douche, c'est-à-dire une façade ondulée. Alors c'est pas cette image-là, mais c'est pas grave, on y arrivera. C'est donc de l'autre côté exactement de là quand on est. Là, on est sur le Pont Neuf. De l'autre côté, il y a une façade ondulée en verre qui départ fortement. Voilà. Donc ça c'est la partie qui est classée au titre des monuments historiques, donc il n'était pas question de la détruire. C'est une magnifique création des années 30. Il y a aussi une partie 1900 qui est protégée au titre des monuments historiques. Et puis sur la rue de Rivoli, il y avait en fait toute une série de façades, donc pré-haussmanniennes, c'était juste avant, donc c'est de la dentelle de pierre avec énormément d'ornements, comme on en voit à Paris. Et puis sur les rues en retour, des petites maisons très charmantes du XVIIIe siècle, tout un îlot en fait. Et donc nous, on découvre ce projet et on s'aperçoit en fait de sa brutalité. C'est-à-dire que l'idée, c'était de raser en fait un îlot entier de Paris. C'est-à-dire des choses jamais vues depuis les années 60, depuis la destruction notamment du quartier des Halles. On se disait que c'était le passé, apparemment pas. Donc le passé est réapparu. Pour LVMH, il était possible en tous les cas de faire ça. Et donc, alors pour parvenir justement à cette destruction et à la construction du magnifique bâtiment que vous voyez là, hein, qui est signé par un très grand architecte japonais, il y a eu une première étape qui était de venir à bout du PLU. Alors le PLU, qu'est-ce que c'est? C'est le plan local d'urbanisme. C'est un peu la règle du jeu qui est commune à toutes les personnes qui veulent construire. Alors, il y a des questions de salubrité, il faut qu'une ville fonctionne, mais il y a aussi des choses qui touchent à l'esthétique, en fait, dans les PLU, dans tous les PLU de France et de Navarre. Et c'est comme ça, depuis que l'urbanisme existe, depuis l'Ancien Régime, même depuis l'Antiquité, il y a des dispositions esthétiques. Alors là, la première chose qui était gênante pour LVMH, c'était la limitation en termes de hauteur, parce qu'on limitait à 18 mètres, ils voulaient construire, en fait, plus haut. Et puis une autre question qui était gênante, c'est celle des faisceaux de protection de la ville de Paris qui protègent les perspectives, les grandes perspectives parisiennes. Et ça, c'est vraiment important, c'est essentiel pour Paris. Paris, c'est une ville où il y a des perspectives.
Donc, LVMH, en fait, a fait réviser le PLU de Paris, une révision simplifiée, pour lui permettre, en fait, de créer sa propre règle du jeu. C'est-à-dire que là, les choses sont à l'envers. C'est-à-dire, normalement, c'est un projet de s'adapter à la règle commune pour ne pas déstructurer une ville. Eh bien là, LVMH fait modifier la règle commune en fonction de son projet. Donc ça en dit long sur comment ça fonctionne. Et ça, on avait déjà vu ce mode de fonctionnement avec la fondation Louis Vuitton, qui était dans le bois de Boulogne, dont le permis avait été annulé parce que le bâtiment était trop proche en fait de la voirie. Il y a une règle qui dit qu'un bâtiment ne doit pas être implanté trop proche de la voirie pour des questions d'intégration aussi urbaine. Et là, l'idée, c'était de montrer évidemment que le bâtiment soit là. Donc PLU annulé. Et là, LVMH a réussi à obtenir un cavalier législatif, c'est-à-dire dans une loi qui n'avait absolument rien à voir, qui était sur le livre numérique. Les députés ont mis un petit alinéa disant qu'on validait en fait ce permis-là. Voilà. Donc ça va jusque-là. C'est-à-dire que c'est vraiment, il faut que le droit se plie en fait à ce que souhaite LVMH, et toujours pour concevoir des bâtiments publicitaires. C'est-à-dire que ce soit d'ailleurs la Fondation Vuitton ou la Samaritaine, sont des bâtiments qui sont m'as-tu vu, parce qu'on est dans une logique en fait commerciale. Il faut s'extraire du lot, se montrer. Mais le problème, c'est que quand on s'extrait trop du lot, eh bien, on finit par dénaturer une ville comme Paris, qui quand même a une homogénéité, une horizontalité qui font sa beauté. Alors, cela dit, cette modification, cette révision simplifiée du PLU ne pouvait pas tout. On ne peut pas toucher aux principes fondamentaux du PLU dans ces cas-là. Et donc, nous, on regarde le PLU, et puis on le lit tout bêtement, et on voit ces dispositions qui imposent l'intégration du bâti contemporain à la ville. On peut même vous lire ça. Voilà, les constructions nouvelles doivent s'intégrer au tissu existant en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers. Et ensuite, il y a toute une grille, parce que le PLU est bien fait. Donc on vous parle de la largeur des parcelles. C'est vrai que ça peut, c'est assez important pour l'homogénéité d'une rue, des reliefs, des rythmes, de l'échelle, de l'ornementation, du matériau, des couleurs. Et donc le juge doit se poser la question de savoir s'il y a un certain nombre d'éléments de continuité. En fait, ce que dit le PLU de Paris, qui est très intelligent, il dit voilà, c'est en fait, pour construire à Paris, c'est ni pastiche ni rupture. Alors, le pastiche, ça veut dire il n'est pas question de faire du faux haussmannien, ça n'aurait aucun sens, ce serait complètement sclérosant. Mais en même temps, il ne faut pas rompre complètement, il faut qu'il y ait des éléments de continuité. Donc, parmi les éléments qui sont détaillés par le PLU, il faut aller en chercher un certain nombre pour que le bâtiment puisse être construit. Et là, donc, on attaque sur ce fondement-là en disant, voilà, ce bâtiment qui est en vert n'a absolument rien de commun avec les autres bâtiments de la rue de Rivoli. Il n'y a aucun élément de continuité. Alors, certes, ils essayaient d'argumenter en disant dans certains bâtiments, il y a du verre. Oui, bon, il y a du verre, mais ils ne sont pas tout en verre. Voilà. Le couronnement, alors là on a une toiture terrasse. Bon, il n'y avait aucun bâtiment comme ça dans la rue. Alors, ils ont essayé de dire que, bon, oui, mais le rythme, vous voyez, l'ondulation reprenait le rythme en fait de certains immeubles haussmanniens qui étaient en face, et donc bon, ça suffisait pour intégrer le bâtiment, tout en disant par ailleurs dans leur communication qu'ils voulaient abolir la notion classique de façade. Donc on attaque sur ce fondement. Le tribunal administratif nous donne raison. Le tribunal administratif, c'est un spécialiste des sujets d'urbanisme, donc il envoie passer. Voilà. Bon. Alors, tribunal administratif, donc nous, on est très contents. Alors évidemment, LVMH fait appel. Alors, on va devant la cour administrative d'appel. Donc là, ça se corse un petit peu. La cour voit que, là, il y a quand même un fort enjeu, et se réunit en formation solennelle, c'est-à-dire toute chambre assemblée, qui est la formation qui est faite pour faire jurisprudence. Et là, à la surprise générale, enfin, pas à la surprise, enfin, c'était assez logique en lisant le texte, mais la Cour administrative d'appel nous donne raison. Donc, première instance, deuxième instance, on nous donne raison.
Mais en cours de cassation. Mais, alors, c'est pas la Cour de cassation, c'est le Conseil d'État. Excusez-moi, bien sûr. Alors, Conseil d'État, alors il faut dire, le Conseil d'État, c'est un ordre c'est une bizarrerie française. Ça, c'est un ordre qui est spécial pour juger l'administration. C'est pas on n'est pas soumis au juge ordinaire quand on fait un permis de construire. Donc, on arrive devant le Conseil d'État. Et là, évidemment, ça se corse. Alors, nous, on était assez naïfs, donc on y allait comme ça, la fleur au fusil. Et là, on a un rapporteur qui met tout cul par-dessus tête. C'est-à-dire qu'il y avait un principe qui était le principe d'intégration, avec un certain nombre d'exceptions, et c'est normal pour certains bâtiments, certains quartiers, et qui a une lecture très bizarroïde en fait, du plan local d'urbanisme, en disant, en mélangeant tout, en déhiérarchisant en fait, le plan local d'urbanisme, en disant que finalement, il n'y a rien dans le plan local d'urbanisme qui interdise de construire un immeuble qui n'a rien de commun avec son environnement. Voilà. Et donc là, on a effectivement perdu face au Conseil d'État. Et ça, c'est pas un service qu'LVMH a rendu à Paris, parce que tous les autres constructeurs vont pouvoir se servir en quelque sorte de cette jurisprudence. Alors nous, on continue à jouer le jeu. On a fait des propositions dans le cadre de la révision actuellement en cours du plan local d'urbanisme. Je fais un petit peu la publicité de nos propositions pour remettre un peu d'ordre là-dedans, remettre ce principe d'intégration avec des exceptions qui, pour nous, ne sont justifiées que lorsque les bâtiments sont des bâtiments d'intérêt général. C'est-à-dire, vous faites une enceinte sportive, il peut être utile qu'elle se voie. Vous faites un palais de justice dans Paris, elle crève le skyline de Paris, mais c'est normal, c'est le palais de justice. Vous faites un bâtiment qui est dédié à la culture, il est un petit peu normal qu'il se distingue. Mais là, en fait, c'est rien ce bâtiment. C'est même pas un grand magasin, parce qu'en réalité, le grand magasin, il a été fermé. Toute l'histoire en fait de la Samaritaine, c'est la fermeture d'un grand magasin pour faire un hôtel de luxe et des bureaux, énormément de bureaux. Ouais. Là, l'essentiel de ce qu'on voit de cette façade est occupé par des bureaux. Et malgré ça, alors ce qui est fou, c'est que l'ancienne Samaritaine, qui était un vrai grand magasin, on pouvait acheter des bouts de ficelle, une casserole, enfin des trucs utiles. N'avait pas eu besoin de cette façade extrêmement spectaculaire. Et là, alors qu'il reste quelque chose d'assez résiduel en fait de ce grand magasin, on nous a expliqué que c'était absolument indispensable. Alors je voulais vous le dire. Mais je vous arrête là pour l'instant, pardon, parce que pour donner la parole à votre voisine qui justement a le même, un regard d'architecte, puisque c'est l'architecte du plateau, vous êtes architecte, vous avez un regard critique sur la manière dont l'espace privé s'empare de l'espace public. Donc c'est vrai qu'on s'interroge sur votre regard sur la façon, qu'est-ce qui se passe, comment une entreprise peut prendre autant de place. Voilà. Je suis architecte, mais je suis surtout critique d'architecture. Absolument. Je ne pratique plus, je précise, il n'y a pas de conflit d'intérêt avec mes collègues architectes qui seront mis en cause, et souvent justement d'ailleurs dans tout ça. Mais avant de vous livrer un peu quelques réflexions, parce que moi je m'intéresse beaucoup à la manière dont Paris et LVMH en sont venus à être identifiés l'un à l'autre très fortement. Il faut rappeler quand même pour toute cette histoire de bâtiments distinctifs, de dérogations, de faveurs, de complaisance de la ville de Paris à l'égard de LVMH, qu'avec d'autres qui appartiennent eux-mêmes, eux aussi à l'industrie du luxe, Pinault, Cartier, etc., eh bien, il faut se reporter au moment où ces bâtiments ont été conçus et débattus. C'était juste après les années 2000, c'était le moment avant la crise de 2008, la pointe de la mondialisation. Rappelez-vous, les villes émergentes qui, grâce à la mondialisation économique, génèrent des milliardaires à l'appel qui vont être en demande de tourisme, d'un tourisme nouveau, de luxe, en effet, d'objets, d'acquisitions, des nouvelles fortunes, et l'angoisse des vieilles capitales d'être distanciées par Shanghai, par des villes du Brésil, par des villes chinoises ou même japonaises qui retrouvaient une nouvelle jeunesse. Donc tout ça procède de la volonté de fabriquer des icônes nouvelles dans Paris, et LVMH en a fourni deux colossales. La Fondation,
la fondation LVMH dans le Bois de Boulogne, qui a, dit-on, coûté 1 milliard d'euros. On n'a jamais vraiment su combien. Vous parliez d'argent public tout à l'heure. L'argent public, c'est le nôtre, puisqu'il y a eu, les 2/3 ont été défiscalisés, mais qui a donné, grâce à Franck Gehry, l'architecte du Guggenheim de Bilbao, voilà, par la grâce d'un entrepreneur privé phare, une icône dont Paris rêvait. Et l'autre, c'était évidemment la Samaritaine. Alors vous dites la façade ne sert à rien, elle est un pur signe, elle est un pur signal d'une capitale qui veut se moderniser et qui n'hésite pas à briser une forme d'unité qui existait depuis 150 ans d'une rue au prétexte qu'elle est trop ennuyeuse, que les bâtiments sont tous pareils, ce qui est quand même à peu près une des qualités fondamentales de cet axe est-ouest de Paris. C'est son caractère minéral, répétitif, qui, quand on le regarde bien, est fait de façades en fait de différentes époques, mais qui en effet est très symbolique d'une qualité de Paris qui est son unité d'apparence et en même temps sa très grande diversité de détails. Donc ça fait irruption comme ça, comme un signe en verre par un autre cabinet d'architectes, Pritzker-Isé, l'agence Sana, l'agence japonaise. Enfin voilà, il y a toute cette espèce de signalétique du luxe et de cette collusion, hein. Moi je n'hésite pas à utiliser le mot, entre une municipalité alors de gauche quand même et cette grande industrie du rêve et de l'illusion au fond qui se différencie de Disneyland dans ce qu'il s'inscrit réellement dans le foncier, dans l'immobilier, dans l'économie de l'architecture parisienne, avec beaucoup de complicités qui sont vraiment discutables, parce que après la crise de 2008, tout ça est un peu tombé, et voilà, on se retrouve avec, on dit que la Samaritaine, telle qu'elle a été rénovée aujourd'hui, bat de l'aile. On a vu cette expression absolument poignante de la souffrance au travail qui s'est exprimée juste avant, mais voilà, la baisse du nombre d'employés, un grand magasin vendu avec énormément de battage et qui au fond est en train de battre de l'aile. C'est la même chose pour Pinault. J'ai entendu dire que Pinault avait des tas de problèmes avec Gucci et que l'industrie du luxe, du fait de la baisse de régime des économies qui l'ont fait s'épanouir chez nous, va peut-être être un programme qui va être minoré. Donc que vont devenir toutes ces icônes, voyez ? Donc ça pose énormément de questions. Mais en fait, j'avais plutôt prévu de vous parler de quelques réflexions, et je vous remercie de m'avoir invité, parce que moi je suis plutôt spécialiste de l'affaire des Halles, qui elle aussi nous a donné une icône extraordinaire avec la canopée, n'est-ce pas ? Mais en fait, la Samaritaine et les Halles ont toujours été liées, puisque la déshérence de la Samaritaine vient de la fermeture des Halles en 69. Quand les Halles sont parties à Rungis, tout le tissu économique dont les Halles étaient le moteur a périclité, et c'est ainsi qu'on en est arrivé petit à petit à vendre une coquille vide à LVMH. Mais c'est une autre affaire. Mais pour essayer de comprendre comment cette ville, Paris, a pu être aussi aujourd'hui associé étroitement à LVMH, ou est-ce que c'est l'inverse, puisqu'on a vu que les arguments finalement de LVMH étaient repris par la ville. Quelle chance on a de les avoir pour valoriser notre Pont-Neuf. Enfin, c'est hallucinant quand même. On pourrait dire que, enfin, je sais pas comment l'analyser. D'abord, il y a de la part de LVMH une sorte de réduction de Paris à ce que LVMH représente. C'est-à-dire l'idée, Paris, qu'est-ce que c'est pour LVMH ? C'est la ville du luxe, de la mode, de l'insouciance, de l'amour, du plaisir, enfin tous ces clichés qui sont une partie de l'histoire de Paris, évidemment, et qui sont en plus très datés, parce que c'est vraiment des clichés du 19e, c'est-à-dire l'idée du Paris haussmannien, de ces grands magasins, au bonheur des dames, quoi. Voilà. Donc déjà, la première opération, c'est ça. Et puis, elle permet de construire un syllogisme qui est assez puissant, puisqu'il se déroule comme ça en 3 temps, comme tout bon syllogisme. Si Paris, c'est la ville de la mode, du luxe et du plaisir, 1. Si 2, la mode, le luxe, le plaisir, c'est moi, LVMH, donc Paris, c'est moi. Voilà. Donc une sorte d'opération comme ça, de communication extrêmement bien menée, et qui, me semble-t-il, prend des formes multiples, dans le temps, dans l'espace. Alors, comme je suis architecte et urbaniste, enfin,
la relation avec la réalité des lieux, de la ville, de ce que tout ça fabrique dans l'espace concret, l'espace public, m'intéresse. Et j'avais préparé quelques diapos, on en a vu quelques-unes. Est-ce que vous pourriez mettre la première, qui est une carte des propriétés de LVMH à Paris? Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez bien au fond. LVMH à Paris, c'est une carte qui a été faite par Politis il y a 2 ans. 350 000 mètres carrés. On en a refait une qui ressemble. Comment vous avez fait une qui ressemble? Oui, ben, je l'ai réutilisée aussi moi-même en la bricolant un peu. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez très bien, 350 000 mètres carrés occupés, c'est l'équivalent de 70 terrains de foot. Donc une sorte comme ça d'empire inscrit dans Paris. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, un peu les lieux donc autour des Champs-Élysées, le triangle d'or, la rive droite un petit peu, et puis les 2 anomalies rouges là que sont tout en haut à gauche la Fondation Louis Vuitton, donc dans le Bois de Boulogne, et puis en bas à droite, vous voyez, au cœur du 5e arrondissement, une nouvelle aventure qui est la transformation de l'ancienne école polytechnique en centre de conférence, qui crée elle aussi beaucoup de polémiques. Donc un empire assez éclaté en boutiques, alors très varié, boutiques, immobilier, ça a été dit aussi, je n'y reviens pas. Et aussi, alors ce qui est encore plus intéressant, c'est le rythme, parce que le foncier, ça bouge pas. Les boutiques, bon, elles peuvent se revendre, mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont LVMH occupe Paris dans diverses temporalités. On a parlé du défilé du Pont-Neuf, mais j'avais préparé quelques diapos ensuite des différents défilés qui ont eu lieu, donc des préemptions, si vous voulez passer la seconde, s'il vous plaît. Voilà, Palais Royal en 2018. Ensuite, voilà, Cour Carrée du Louvre 2023. Ensuite, encore une autre opération Cour Carrée du Louvre. Vous voyez, chaque fois, le patrimoine qui est en effet choisi parmi les icônes anciennes de Paris est complété par des icônes temporaires qui sont celles de LVMH, et Paris est réduite à une sorte de coquille vide, un décor, voilà, qui attend le défilé. Alors, on ne voit que ces images, mais vous imaginez, pour quelques heures de défilé, la logistique en amont, le montage, le démontage, le bilan carbone, on n'en parle même pas, le fait qu'il faut engager, enfin il y a une dépense colossale de designers, de fabricants, voilà, il y a toute une économie de ça, et que je sache, ça n'a jamais été complètement étudié. Ensuite, si on peut continuer. Voilà, ouais, moi elles sont plus dans l'ordre, mais c'est pas grave. Donc la fondation dont on parlait, voilà, le défilé sur le Pont-Neuf dont on parlait tout à l'heure. Donc là, cette image est extraordinaire parce qu'elle montre à la fois le défilé, donc qui a duré une soirée, mais qui a demandé en amont et en aval évidemment énormément de préparation et de blocage de Paris. On l'a dit. Vous voyez la statue de Kusama derrière. Et si vous remettez l'image de Kusama. Vous voyez cette espèce cette manière aussi de fabriquer des événements artistiques qui sont en fait des événements commerciaux et publicitaires, qui sont vendus comme des événements culturels, puisque Kusama est aussi une artiste de plein droit qui est embauchée par Louis Vuitton pour mettre des points sur les sacs et sur les façades. Et ce qui nous intéresse aussi dans cette image en bas, je ne sais pas si vous voyez, c'est que la petite placette sur laquelle tout ça se passait, et qui a fait évidemment à Vuitton une publicité incroyable, puisque tout le monde se photographiait en selfie devant la statue, qui était en effet tout à fait étonnante, immense. Voilà, toute la place était préemptée comme une sorte de décor publicitaire. Et bien cette petite place, elle n'existait pas il y a 10 ans. Elle a été reconquise sur une sorte de trémie qui rentrait, qui permettait aux voitures de passer sous les halles, ceux qui connaissaient, voilà, qui coupait en deux cet espace. Et le fait qu'elle existe maintenant et qu'elle soit utilisée par Vuitton entre la Samaritaine et la Belle Jardinière ancienne, qui lui appartiennent tous les deux, est une place qui a été réalisée dans le cadre des transformations des halles avec de l'argent public. Donc elle est maintenant pratiquement propriété d'usage de LVMH. Et c'est là que je dois vous couper, Françoise Roman. Oui, pardon, parce que je peux continuer comme ça à l'infini. Tout à fait, vraiment, c'est vraiment passionnant. Il faut qu'on fasse circuler la parole, sinon on va garder nos invités jusqu'à 23h ce soir. Mais en fait, non, voilà, donc pour conclure, je voulais juste montrer ces images qu'on connaît,
pour essayer de pointer les choses auxquelles on ne pense pas, c'est-à-dire voilà, les préemptions d'espace public, les dommages collatéraux et la complaisance que suppose de la part de la ville avec cette idée qu'au fond, on fait passer une prédation pour une symbiose. Le gagnant-gagnant, c'est l'argument qui vaut des deux côtés, qui me semble problématique à discuter et à remettre en cause. Mais en voilà, fait, pardon. Non, mais je vous en prie, vous posez en fait la question, donc on va redonner la parole aux élus, et puis ensuite chacun pourra redire, et après il faudra qu'on s'arrête, mais vous posez tout simplement la question du pouvoir, en fait. C'est vrai qu'on se demande qui a le pouvoir. Alors, comme vous êtes au cœur de la mairie de Paris, est-ce que c'est la question qui se pose comme ça, ou est-ce que c'est dilué dans plein d'autres décisions? Question difficile. Alors oui, vu comme ça, la question un peu difficile. J'aurais juste un tout petit mot, et après je vais répondre à la question pour rebondir. Effectivement, c'est venu. En fait, c'est deux visions de ville qui s'affrontent. Vous venez de le dire. C'est style la ville-monde qu'on vantait il y a quelques années en disant c'est la ville la métropole en compétition avec d'autres métropoles et que du coup c'est la ville pour qui? Donc c'est la ville plutôt pour les entreprises, pour les touristes, la ville pour les milliardaires aussi. D'ailleurs, la carte est très intéressante. Ce qui intéresse LVMH, c'est pas tout Paris. Ce qui intéresse LVMH, pas le 19e arrondissement, où c'est pas les quartiers populaires. Ce qui intéresse LVMH, c'est l'hypercentre parisien, ce sont les perspectives, vous en avez parlé tout à l'heure, pour avoir des belles photos. Ce sont certains lieux, certains endroits qui sont des endroits réputés ultra touristiques, ultra attractifs et surtout connus du monde entier. Et le Pont-Neuf n'avait pas besoin de ces 2 millions de viewers, mais par contre LVMH, lui, oui. Et effectivement, de faire des événements dans des lieux époustouflants, parce qu'ils le sont, par exemple la cour carrée du Louvre ou encore une fois le Pont-Neuf, eh bien, valorise la marque LVMH et son activité. Et ça, c'est une certaine représentation de la ville. Et je voudrais juste dire ici, parce que ce que ça pose ici, et je vais juste revenir sur la question du pouvoir, mais ça pose ici, c'est évidemment des questions de valeur. La justice, l'équité de traitement, on voit bien que l'histoire du cavalier législatif montre une inéquité de traitement entre les différents acteurs. On modifie la règle pour LVMH. On voit bien évidemment le caractère choquant, mais je voudrais insister sur le fait que cette vision de ville n'est, à mon sens, pas du tout adaptée aux grands enjeux qui sont les enjeux d'aujourd'hui, et notamment parce que pour répondre à l'accélération des dérèglements climatiques et à la nécessité du coup de transformer nos villes, on a un outil et une ressource qui est extrêmement importante et qui est vitale, et ça s'appelle l'espace public. Et l'espace public à Paris, c'est pas la seule ressource que nous avons, mais en tout cas l'espace public à Paris, il est extrêmement rare. C'est une ville très dense, c'est une ville où l'espace est très contraint. Je peux vous dire que je le vois tous les jours lorsqu'on fait des projets d'aménagement, et que nous avons besoin d'en avoir une totale maîtrise, et une maîtrise démocratique. Une maîtrise liée au bien commun, parce que si on commence à laisser la gestion de cet espace, et notamment par exemple sur cette histoire qui peut paraître très anecdotique, sur la statue sur cette placette, mais par exemple les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées aujourd'hui, le projet des Champs-Élysées, c'est le comité des champs créé en 1916 par Louis Vuitton et qui aujourd'hui est un faux vrai né d'LVMH et qui fait des propositions d'aménagement de notre espace public. Alors, LVMH, on le disait tout à l'heure, ils ont oublié d'être cons. Ils sont même très intelligents dans leur manière d'aborder les choses, puisqu'ils font effectivement, racontent l'histoire et le grand récit de la symbiose, parce qu'ils s'adaptent d'une certaine manière aussi aux politiques publiques que nous sommes en train de mener. Ils parlent de végétalisation, de piétonisation, de réduction de la place de la voiture. Mais moi, j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, une ville comme Paris, et d'ailleurs toutes les métropoles, ne peuvent plus se permettre de laisser aux privés et à des acteurs privés, quels qu'ils soient, la gestion de leur espace public. Au-delà des questions de valeur, au-delà des questions d'injustice, d'inéquité de traitement, il y a une question purement d'efficacité pour répondre aux grands enjeux qui sont les nôtres. Et lorsque, je le dis tout simplement parce que lorsque vous faites par exemple des transformations de l'espace public, eh bien vous ne pouvez pas faire, parce que vous végétalisez, eh bien vous ne pouvez pas faire des transformations qui sont des transformations à rentabilité à court terme. Parce qu'il faut là pour le coup avoir une vision à long terme et prendre en compte la question
gestion du bien et de l'intérêt collectif. Et nous avons besoin de cet espace public et nous en avons besoin d'une gestion démocratique. Du coup, ça effectivement pose la question du pouvoir. Une ville comme Paris, les questions de pouvoir et les questions de process, elles sont très compliquées. Elles sont d'ailleurs parfois, je trouve, compliquées pour justement qu'on n'en ait pas complètement la maîtrise complète. Mais moi, ce que je constate là-dessus, et on en parlait tout à l'heure encore une fois en aparté pour préparer cet échange avec vous, pour récupérer, pour retrouver la main d'une certaine manière, il y a un truc qui s'appelle l'élection municipale en l'occurrence. C'est-à-dire, en gros, il y a une ambiguïté, c'est sûr. Il y a une majorité qui est aujourd'hui une majorité de gauche, qui a une ambiguïté, une complaisance dans son rapport. Je ne parle pas des écologistes, mais je parle évidemment de nos autres partenaires, et notamment de la maire de Paris. C'est très clair, il y a une ambiguïté dans le rapport, en tout cas une complaisance dans le rapport qu'elle a avec LVMH. Et cette question du rapport au privé, de la gratuité, du bien, de l'intérêt collectif versus l'espace public, grosso modo, tout ce que je viens de dire, c'est très compliqué à mobiliser. Aujourd'hui, vous êtes 300, 400 peut-être, mais parce que, et je vous remercie vraiment Mediapart d'avoir consacré un certain nombre de sujets sur cette question, parce que vous réussissez à mobiliser, et je pense qu'ici, on partage un certain nombre d'éléments ensemble. Mais par contre, la mobilisation plus large que cet espace ici, elle est très compliquée sur ces questions. Très compliquée parce que les gens, ils se prennent en selfie devant la malle. Parce qu'en fait, en vérité, lorsque vous présentez le projet des Champs-Élysées, il n'y a rien de choquant a priori. Parce qu'il faut avoir une certaine, déjà, sensibilité esthétique sur la question de la Samaritaine, sur laquelle d'ailleurs je constate que les élus écologistes s'étaient opposés au projet, je précise pour faire un peu de corporate aussi. Donc, c'était pas moi d'ailleurs, c'était mes prédécesseurs et prédécesseuses. Donc cette question-là, vraiment de mobilisation démocratique et de poser cette question dans le débat public, elle est évidemment vitale parce que ça sera un des débats ou un des points de débat lors des prochaines municipales. C'est sans doute, je pense, un des points d'ailleurs de divergence entre nous dans cette majorité qui est une majorité plurielle des gauches et écologistes. Mais pour cela, il faut effectivement qu'elle puisse être posée, débattue et que la mobilisation puisse se faire sur ces questions. Je constate que c'est un sujet qui est un sujet passionnant, qui est un sujet vital en termes de souveraineté de la ville et de souveraineté démocratique, mais qu'elle est compliquée à poser dans le débat public. J'ai absolument pas répondu à votre question, mais c'est pas grave, je vais donner la parole à Émile. Et après, je suis désolé, il faudra qu'on s'arrête là, parce que... Ah non, il n'y a aucun souci. Non, il n'y a aucun problème. Je vous dis juste, je suis navré, on pourrait continuer pendant 2 heures, mais on va essayer de tenir un tout petit peu le timing. Mais donc, Émile Meunier, c'est vrai que ça m'intéresse. Peut-être, vous pouvez raconter comment au Conseil de Paris, donc au Conseil municipal, quand vous portez ces questions, comment ça se passe? Vous l'avez un peu évoqué. Emmanuel Grégoire, qui était le premier adjoint d'Anne Hidalgo, a une de vos propositions de vœux pour dire qu'il fallait plus impliquer les élus dans des questions comme le défilé du Pont-Neuf, a répondu « Attention, c'est un point qui est explicitement contre LVMH, et c'est comme ça qu'on va regarder vos votes. » C'est quand même assez clair, non? C'est explicite. Je ne peux pas dire autre chose que ce que vient de dire David. À un moment, cette ville, elle appartient aux Parisiennes et aux Parisiens. S'ils ont envie d'une ville, compétition des métropoles, waouh, attractivité à tout prix, eh ben, il y a des gens qui portent ce projet. Et puis, si vous avez envie d'une ville un peu plus ouverte, moins marchande, plus conviviale, ce qu'on essaye de porter, vous avez d'autres élus qui sont prêts à prendre ça. Mais moi, je voulais dire aussi que c'est très important ce que vous faites. Parce que quand j'en parle avec des amis qui ne sont pas forcément très politisés, ils ne comprennent pas trop ce qu'on leur reproche. Mais attends, mais Émile, LVMH, c'est X emplois, mais ça fait rayonner la France, mais qu'est-ce que tu nous embêtes avec ça? Il y a des gens qui dorment à la rue, il y a plus important. Et donc, en fait, d'arriver à repolitiser ça, comme tu le disais très justement, c'est-à-dire dans une vision de la ville, c'est pas forcément le plus simple à faire.
Mais, à mon avis, c'est indispensable. Et il y a une bataille culturelle à mener. Et je peux vous dire, par exemple, j'avais rencontré M. Jamet, qui est le secrétaire général, parce qu'à force de lui taper dessus, il a fini par me contacter. Il m'a proposé donc qu'on prenne un verre pour s'expliquer. Donc Marc-Antoine Jamet, secrétaire général du groupe LVMH, élu socialiste en Normandie, envoyé spécial de Bernard Arnault à la ville de Paris. Voilà. Ben, moi, je lui dis, mais monsieur Jamet, vous êtes magistrat à la Cour des comptes, vous êtes maire d'une ville, vous avez fait l'ENA, enfin, je sais pas, vous n'avez pas quand même un peu un sentiment d'intérêt général qui coule dans vos veines? Et il m'a dit, oui, et c'est bien pour ça que je travaille chez LVMH. Je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, mais parce qu'aujourd'hui, avec le déclin de la France, le déclin d'une forme d'Occident, eh ben, les îlots de résistance, les moteurs qui restent, c'est des entreprises comme LVMH. Et donc là, je me suis dit, ok, la bataille va être rude, parce que soit il croit pas ce qu'il dit, bon, soit il croit ce qu'il dit, et ça veut dire que là, on est vraiment sur une bataille politique, tout à fait, de vision de la France. Absolument, merci beaucoup. Je laisse encore parler vraiment 1 minute chacun, Julien Lacaze et Françoise Fromono. Oui, qu'ont dit LVMH en fait de ce projet. Alors, tout a été dit par le PDG de la Samaritaine, pour revenir à ce projet phare de la Samaritaine, qui est aussi directeur financier de LVMH. Il a expliqué, alors c'est très simple, qu'il voulait un geste architectural extrêmement fort, sorte de repère dans la rue de Rivoli pour les clients futurs. Voilà, c'est tout simple. Et Bernard Arnault, de son côté, expliquait que il était très content de sa boutique japonaise, qui avait été conçue par le même architecte, par la même agence Sana. Et cette boutique, en fait, quand on la voit, c'est une sorte de lanterne lumineuse. C'est un bâtiment qui, dans un environnement de bâtiment construit en briques, est complètement éclairé en fait, de l'intérieur. Donc c'est vraiment le bâtiment qui vous attire à lui. Et la question est de savoir ce qu'on veut comme bâtiment qui sorte du lot dans une ville. Parce que ça a du sens. Ça indique quelles sont nos priorités. Et je terminerai par ça. Que trouve-t-on à la Samaritaine? Parce que je vous invite à y aller. Hein. C'est incroyable, c'est du guide de bord, mais de A jusqu'à Z. Alors on arrive là-dedans. Donc c'est du luxe un peu low cost. Hein. Il y a le luxe qui est bon marché. Alors non, il faut vraiment y aller. Alors, vous arrivez là-dedans, vous avez une espèce de corner, tout est organisé par marque. Pas par fonction, par marque. Et alors vous avez des tas de petits bibelots. Et l'idée, c'est qu'on débarque en fait des cars de touristes qui vont là-dedans comme ça, et puis qui repartent avec une babiole qui est griffée. Donc on vend non pas un objet, mais une marque. Et alors, vous montez dans les étages, donc déjà vous êtes complètement écœuré par le truc. Vous dites, mais comment est-ce qu'on peut être aliéné à ce point-là? Et là, vous arrivez tout en haut. Et là, c'est le summum de l'aliénation. Vous voyez des transats, avec des gens qui sont allongés sur des transats et qui regardent un film de la Seine qui est filmé en direct depuis l'hôtel qui, lui, alors les gens qui ont payé pour être dans le palace, eux, ils ont la vraie vue sur la Seine, et ceux qui vont dans la Samaritaine, ils ont la Seine filmée devant eux. Donc là, on est vraiment mais dans l'aliénation la plus complète, et tout ça pour ça. Je veux dire que cette vue a une histoire, parce qu'en fait, historiquement, la Samaritaine, il y avait une terrasse accessible à tout le monde où on voyait cette vue. Là, c'est un effet terrible. Privatisée en quelque sorte. Enfin, c'est un espace semi-public, un grand magasin. Hein. Voilà. Tout à fait. Vous faites bien de le souligner. Et Françoise Fromono, pour terminer. Non, je voulais juste dire que, il me semble que toute cette complaisance à l'égard de LVMH fait. Vous parliez de est-ce que les Parisiens veulent ceci, veulent cela. Les Parisiens, la ville de Paris est gentrifiée, privatisée, touristifiée de manière croissante, et que c'est peut-être là-dessus qu'il faut agir, et peut-être aussi réfléchir aux limites de Paris, parce que tant que Paris sera ce jaune d'œuf riche au milieu d'un grand Paris qui existe, qui vit, qui a beaucoup à offrir, et que la frontière sera entre un grand Paris très exclusif auquel
auquel LVMH contribue et se substitue pratiquement. Et puis une agglomération parisienne potentielle de 11 ou 12 millions d'habitants, qui est le vrai Paris, qui n'est pas le Paris complet. J'ai l'impression que voilà, l'entrée LVMH et tout ce qu'elle entraîne comme réflexion sur toutes ces questions-là, je trouve, pose un problème politique et territorial qu'il faudrait peut-être ouvrir par-delà le cas de LVMH. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ces réflexions. On va essayer de continuer à l'ouvrir. Merci beaucoup. Je reste assis parce que je vais on va poursuivre un tout petit peu. On a parlé de Polytechnique. On va faire venir 2 personnes qui vont parler de Polytechnique. C'est assez intéressant. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci beaucoup. Vous êtes remplacés, si je puis dire, par Thomas Vezin et Alexandre Moati, qui sont 2 anciens élèves de Polytechnique, qui sont tous 2 membres d'associations qui se sont opposés à l'arrivée de LVMH au cœur de l'école, donc à 2 endroits. D'abord son emplacement actuel sur le plateau de Saclay, et puis son berceau historique dans le 5e arrondissement de Paris, dont on vient de parler. Donc, messieurs Vezin et Moati, vous êtes attendus.